Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne. Cela nous aide énormément à diffuser ce contenu à ceux qui, comme vous, cherchent à se comprendre à travers la lumière de la psychologie de Carl Jung et de l'astrologie. Il y a quelque chose chez les Gémeaux qui ne se fige jamais. Une pensée qui court, virevolte, se pose ici puis là, sans jamais vraiment s'enraciner. L'esprit d'un natif de ce signe est semblable à un miroir brisé, dont les fragments captent la réalité sous des angles multiples. Fascinant, certes, mais parfois étourdissant, même pour lui. Dans la perspective de Carl Jung, tout être humain cherche inconsciemment à devenir un tout. Ce processus d'individuation passe par l'intégration de toutes nos facettes, même celles que l'on préfère ignorer. Et c'est ici que commence le dilemme des Gémeaux. Comment se retrouver lorsque l'on est constamment en train de se disperser? La curiosité naturelle des Gémeaux les pousse à tout explorer. Idées, culture, sensations, voix. Rien ne semble leur échapper. Mais derrière cette soif insatiable de nouveautés se cache souvent une peur plus profonde, celle du silence intérieur. Car dans ce silence, les vérités que l'on fuit remontent. Et pour beaucoup de Gémeaux, cela peut sembler insupportable. Enfant, le natif de ce signe a parfois appris à survivre en développant son intellect, son humour, sa capacité d'adaptation. Il est devenu le caméléon, celui qui sait toujours quoi dire, qui capte les humeurs ambiantes, qui jongle avec les mots pour éviter les conflits. Mais à force de s'adapter, il a pu oublier de rester fidèle à lui-même. Jung disait que « ce que vous ne rendez pas conscient vous revient sous forme de destin ». Et c'est exactement ce que vit parfois le Gémeaux. Un sentiment diffus d'être perdu, de ne pas savoir qui il est vraiment, tant il s'est moulé à l'extérieur. Il se retrouve à porter des masques, non pas pour manipuler, mais pour être aimé, pour ne pas déranger, pour fuir. Ce premier chapitre nous invite à observer avec bienveillance cette mécanique mentale, non pour la condamner, mais pour en comprendre la fonction protectrice. La pensée rapide, la parole fluide, la légèreté sont aussi des dons, mais à condition qu'ils ne deviennent pas des prisons. Alors que se passe-t-il lorsque ce messager, ce porteur de 1000 récits, commence à douter de son propre message? Lorsqu'il réalise qu'il transmet tant de vérités, sauf la sienne? C'est ce que nous explorerons dans le chapitre suivant. Le lien entre les Gémeaux et le messager mythologique de Jung, cette figure subtile qui joue entre les mondes mais risque de s'y perdre. Dans la mythologie, Mercure est le dieu aux sandales ailées, rapide, insaisissable, toujours entre deux mondes. Il traverse le ciel et les enfers, le visible et l'invisible. Et c'est lui que Jung associait à l'archétype du messager, une figure essentielle dans le voyage intérieur de l'individuation. Pour les Gémeaux, ce n'est pas seulement un symbole extérieur. Mercure vit en eux, souffle dans leurs pensées, danse dans leurs paroles. Le messager, chez Jung, n'est pas seulement un porteur d'informations. Il est aussi celui qui met en lien les opposés, qui crée des ponts entre les contraires, qui rend l'inconscient accessible à la conscience. Dans cette dynamique, le Gémeaux devient alors un intermédiaire sacré, capable d'expliquer l'inexplicable, de donner des mots aux émotions diffuses, de traduire l'indicible. Mais voilà, dans ce rôle, le risque est grand, celui de devenir uniquement un canal pour les autres, oubliant sa propre voix. Celui de se disperser dans les récits d'autrui sans jamais écrire le sien. Car être le messager, c'est aussi porter une charge, celle de ne jamais vraiment appartenir à un seul monde. Et parfois, ce rôle glisse vers une autre figure évoquée par Jung, celle du trickster, le farceur sacré, le joueur d'ombre. Le trickster utilise la parole pour détourner, pour défier les règles, pour provoquer. Chez certains Gémeaux, cette énergie se manifeste dans l'humour, l'ironie, la capacité à déstabiliser par une simple phrase. Ce n'est pas mal en soi. Mais lorsque cela devient un mécanisme de fuite ou de manipulation inconsciente, alors l'équilibre est rompu. Ce chapitre met donc en lumière une question essentielle. À quoi sert ce don de communication si l'on ne l'utilise pas pour soi? Si l'on devient expert à décoder le monde, mais incapable de se décoder soi-même? Il ne suffit pas de parler, encore faut-il savoir pourquoi l'on parle. Et surtout pour qui? Le Gémeaux, en tant que messager, porte en lui une noblesse spirituelle. Il a le pouvoir de relier les cœurs, d'éclairer les zones d'ombre par la clarté de ses mots. Mais cette mission ne peut être remplie que s'il accepte aussi de ralentir, d'écouter, d'intégrer ce qu'il reçoit. Alors, que devient cette parole
lorsqu'elle ne se pose jamais, quand elle devient bruit plutôt que message, quand le pont s'écroule, faute d'ancrage intérieur. Dans le prochain chapitre, nous allons toucher un point souvent mal compris chez les Gémeaux, leur réputation de superficialité. Est-ce un défaut ou un mécanisme de défense? On dit souvent que les Gémeaux sont légers, qu'ils survolent la vie, qu'ils évitent les sujets sérieux, qu'ils changent d'avis comme de chemise. Mais cette vision simpliste passe à côté d'une réalité bien plus subtile. Et si cette soi-disant superficialité n'était qu'un mécanisme de défense? Carl Jung nous apprend que derrière chaque comportement, même celui qui semble frivole, se cache une stratégie de survie de l'inconscient. Pour le Gémeaux, parler de tout le temps, rire, changer de sujet, poser 1000 questions, ce n'est pas forcément pour éviter les autres, mais pour se protéger de soi-même, car plonger dans ses propres profondeurs peut réveiller des douleurs anciennes, des blessures jamais nommées. Le silence, pour certains Gémeaux, est un terrain menaçant. Quand il n'y a plus de mots, il n'y a plus d'échappatoire. Le mental, si habile à tout analyser, se retrouve face à l'émotion brute. Et cela, c'est l'endroit que le Gémeaux a parfois appris à éviter depuis l'enfance. Parce qu'il a été celui ou celle qui devait aller bien, qui devait faire rire, distraire, alléger les tensions familiales. Ainsi, au lieu d'aller vers l'émotion, il a développé un talent impressionnant, celui de la diversion émotionnelle. Il peut raconter une histoire drôle alors qu'il saigne à l'intérieur. Il peut enchaîner les sujets passionnants sans jamais parler de ce qui le touche vraiment. Et cela, ce n'est pas de la trahison, c'est de l'instinct de préservation. Mais à long terme, cette stratégie crée une forme de vide, car plus le Gémeaux évite ses profondeurs, plus il se coupe de sa boussole intérieure. Il devient un maître des apparences, mais se sent parfois vide une fois seul. Il sait tout, sauf ce qu'il ressent. Jung parlait souvent de la nécessité d'unir le mental et le cœur. Chez les Gémeaux, cette union demande du courage, car elle implique de ralentir, de rester en place, d'écouter ce qui remonte en soi lorsqu'on ne court plus après la prochaine distraction. Et parfois, cela commence par un simple aveu. Je ne vais pas si bien que je le montre. Ce chapitre est donc une invitation à reconsidérer ce que nous appelons légèreté. Ce n'est pas toujours un refus de profondeur, mais parfois un cri silencieux. Je ne suis pas encore prêt à plonger. Et c'est en accueillant cela sans jugement que la transformation commence. Mais que se passe-t-il lorsque le Gémeaux commence à voir cette part de lui qu'il a toujours tenté d'ignorer? Lorsqu'il sent, au fond, qu'il manque quelqu'un dans le miroir qu'il regarde. C'est ce que nous allons explorer dans le chapitre suivant, la rencontre avec le jumeau oublié, cette autre part de soi laissée dans l'ombre. Il y a chez les Gémeaux une dualité que tout le monde perçoit, mais que peu comprennent réellement. On parle souvent de leurs deux faces, de leur instabilité, de leur changement constant. Mais ce que l'on oublie, c'est que cette dualité n'est pas un caprice. C'est une vérité intérieure profonde, parfois douloureuse. Carl Jung appelait ombre cette part de nous que nous ne voulons pas voir, celle que nous rejetons, refoulons ou ignorons. Et pour le Gémeaux, cette ombre prend souvent la forme de ce jumeau intérieur qu'il laisse derrière lui, celui qui ressent, qui doute, qui a peur, celui qui n'est pas toujours joyeux, drôle ou brillant, celui qui pleure dans le silence. Ce jumeau, il le connaît depuis toujours. Mais il a appris à le cacher, parce qu'on attendait de lui qu'il soit rapide, malin, drôle, cultivé. Il a alors mis toute son énergie à devenir ce que le monde applaudissait, et à abandonner l'autre côté de lui-même dans un coin sombre de sa psyché. Mais cet abandon ne reste jamais silencieux très longtemps. Il se manifeste dans l'anxiété, dans le sentiment de vide, dans ces moments où tout semble parfait à l'extérieur, mais où l'intérieur résonne creux. Jung nous avertissait « Ce que vous ne rendez pas conscient reviendra sous forme de destin. Le jumeau oublié finit toujours par revenir. » Et son retour est souvent perturbant. Il ne parle pas avec des mots, mais avec des sensations, une nostalgie inexplicable, une colère soudaine, une tristesse sans cause apparente. Il nous appelle à le voir, à l'écouter, à l'intégrer. Chez les Gémeaux, cette rencontre avec le double oublié peut provoquer une vraie crise d'identité. Qui suis-je vraiment? Suis-je celui qui rit ou celui qui pleure en secret? Suis-je celui qui parle ou celui qui se tait intérieurement? La réponse, Jung la donne avec douceur. Vous êtes les deux.
L'individuation ne consiste pas à choisir une seule version de soi, mais à réunir toutes ses parts dans une unité vivante. Et c'est précisément ce chemin que le Gémeaux est appelé à emprunter. Cesser de fuir son double pour enfin le prendre par la main. Dans cette réconciliation, il ne perd rien. Au contraire, il gagne une richesse intérieure immense. Il ne devient pas moins léger, il devient plus entier. Sa parole gagne en profondeur, son humour touche plus juste, sa pensée devient plus claire. Mais ce processus demande un acte de foi, celui de descendre dans l'ombre, non pour s'y perdre, mais pour y retrouver la vérité de son être. Et une fois cette vérité retrouvée, une autre question surgit. Que faire de ce pouvoir immense qu'est la parole? Est-elle une arme ou une médecine? Une fois le jumeau intérieur reconnu, une vérité plus vaste se dessine. La parole n'est pas un simple outil chez les Gémeaux, c'est un pouvoir. Et comme tout pouvoir, elle peut construire ou détruire, apaiser ou manipuler, guérir ou blesser. Carl Jung insistait sur l'idée que la conscience doit toujours accompagner l'intention. Dire quelque chose sans en comprendre l'impact, c'est agir depuis l'inconscient, ce qui peut avoir des conséquences invisibles mais profondes. Pour un natif de Gémeaux, dont les mots jaillissent naturellement, cela demande un effort supplémentaire, ralentir pour écouter l'écho de sa propre voix. Parce que oui, le Gémeaux peut parler comme personne. Il sait capter l'attention, mettre en mots ce que d'autres ressentent confusément, offrir des perspectives nouvelles. Il peut être ce souffle léger qui fait sourire, ou cette phrase soudaine qui éclaire une nuit intérieure. Mais il peut aussi, parfois sans le vouloir, déstabiliser, piquer, détourner. Un mot mal placé, un sarcasme lancé à la volée, une vérité trop nue peuvent laisser des marques. Et dans un monde saturé d'informations, de débats, de bruit, la voix du Gémeaux prend une autre dimension. Elle devient presque prophétique. Le natif de ce signe a la capacité de structurer le chaos, de relier les points invisibles, d'offrir du sens là où tout semble confus. Mais cela lui demande de sortir du jeu du mental pour entrer dans le langage du cœur. Jung disait que la vraie transformation commence lorsqu'on accepte de souffrir la conscience, c'est-à-dire de regarder ses actions, ses mots, ses ombres, sans phare, sans excuse. Pour le Gémeaux, cela signifie revisiter ses dialogues passés, ses silences chargés, ses rires qui cachèrent des pics. Ce n'est pas un appel à se censurer, mais à habiter sa parole, à devenir responsable de ce que l'on émet dans le monde, car le mot peut être un fil de lumière ou une flèche empoisonnée. Et lorsqu'un Gémeaux choisit d'utiliser sa voix avec présence, avec intention, quelque chose change. Son message ne flotte plus, il touche, il ne divertit plus seulement, il transforme. Il ne cherche plus à briller mais à servir. Ce chapitre est donc un rappel. La parole est sacrée. Et lorsqu'elle est utilisée avec sagesse, elle devient un outil de guérison, pour soi comme pour les autres. Le Gémeaux n'est plus seulement un messager rapide, il devient un passeur d'âme. Mais pour incarner pleinement ce rôle, encore faut-il cesser de courir, trouver un lieu de calme où même le messager pose enfin ses sandales ailées. Et écoute, c'est exactement là que nous allons dans notre dernier chapitre, le moment où le Gémeaux cesse de fuir et commence à se retrouver. Tout au long de son voyage, le Gémeaux a couru. Il a transmis, observé, expliqué, allégé, diverti. Il a été le souffle d'air dans les tempêtes, le mot juste dans le silence, la lumière vive dans les zones grises. Mais à force de courir vers l'extérieur, il a parfois oublié de tourner le regard vers l'intérieur. Et un jour, sans prévenir, le vent tombe. Plus de distraction, plus de conversation, juste un moment suspendu. Et là, quelque chose de nouveau, ou plutôt de profondément ancien, surgit. Le besoin d'écouter. Carl Jung parlait souvent de cette phase essentielle du chemin vers soi. Le moment où l'on cesse de projeter à l'extérieur ce que l'on fuit à l'intérieur. Pour le Gémeaux, cela signifie arrêter de jouer tous les rôles, de chercher toutes les réponses, de parler sans cesse, pour enfin s'asseoir avec son propre silence. Ce n'est pas un silence vide, c'est un silence plein, plein de ce que l'on n'a jamais osé sentir, de ces questions qui attendent depuis l'enfance, de cette part de soi que l'on n'a jamais prise dans ses bras. C'est dans ce silence que le messager, pour la première fois, entend la voix la plus précieuse, la sienne. Et cette voix ne parle pas comme les autres.
Elle ne court pas, ne séduit pas, ne prouve rien. Elle murmure. Elle doute parfois. Elle pleure aussi. Mais elle est vraie, authentique, et elle marque le début d'une vraie transformation. Ce retour vers soi ne signifie pas renoncer à sa nature. Le Gémeaux reste curieux, communicatif, léger. Mais désormais, il sait d'où il parle. Il n'est plus un écho du monde. Il devient une voix consciente, enracinée, reliée à son cœur. Il découvre que la profondeur ne l'empêche pas de voler. Elle lui donne des ailes plus solides. Il comprend que la dualité en lui n'est pas une malédiction, mais une richesse. Que ces mots peuvent toucher l'âme quand ils viennent de la sienne. À ce moment-là, le messager ne fuit plus. Il choisit ses messages. Il parle quand cela a du sens. Il se tait quand cela soigne. Il devient un guide, un tisseur de sens, un artiste de la relation humaine. Et peut-être que c'est là, dans cette écoute de soi, que le Gémeaux retrouve enfin son véritable archétype. Non pas celui du bavard insaisissable, mais celui du passeur d'âme, du gardien de la parole vivante. Ainsi s'achève notre voyage. Si vous êtes Gémeaux ou si vous aimez un Gémeaux, souvenez-vous, derrière le rire, il y a une sagesse ancienne qui attend d'être reconnue. Et si ce message vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner, commenter et partager. Car parfois une seule parole juste peut ouvrir un monde entier.